Alors, les profils étaient assez variés. Politiquement, ce sont des gens qui viennent de milieux extrêmement différents. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, les critères politiques sont peut-être plus stricts, c'est-à-dire il y a quand même un tri qui s'opère. Les YPG ne prennent pas n'importe qui. À l'époque, comme le système se mettait en place, c'est vrai qu'il y a les critères politiques étaient peut-être un peu plus lâches, donc on avait une variété de profils extrêmement diverses. Mais en général, c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais, dans la mesure où, à l'époque, beaucoup de volontaires, même des gens qui ne sont jamais venus au Rojava, mais faisaient beaucoup de propagande au nom des YPG, mais pour des valeurs qui ne sont pas celles des YPG. Donc beaucoup de propagande anti-islam, défendre la chrétienté un petit peu en mode croisé. Donc je m'attendais, comme ces gens-là sont malheureusement très actifs, comme ils passent plus de temps sur Internet que sur la ligne de front, ils sont très actifs sur Facebook, donc on les voit plus. Donc moi je m'attendais à être un peu perdu au milieu de ces gens-là, et en réalité je me suis rendu compte que il y a eu quelques brebis galeuses qui se sont égarées au Rojava, il y a eu peut-être quelques individus par-ci par-là, mais vraiment c'était déjà à l'époque quelque chose de très minoritaire, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et donc, première chose, c'était plutôt une agréable surprise de constater que ces gens-là étaient très minoritaires. Après, à l'époque, c'est vrai que la plupart des profils, c'était des gens qui étaient relativement apolitiques, mais c'était des gens qui étaient très ouverts. C'était des gens qui étaient, disons, qui n'arrivaient pas avec un a priori négatif sur la doctrine des YPG. C'est clair que la plupart des volontaires qui sont ici, on voit une différence entre le moment où ils arrivent ici et le moment où ils en repartent. Parce que faire l'expérience d'une révolution, même si c'est quelque chose, comme beaucoup de volontaires ne restent que 6 mois, connaissent que des rudiments de Kurdes, c'est pas quelque chose qui peut être fait complètement, mais malgré tout, faire l'expérience d'une révolution, vivre une révolution, transformation sociale aussi profonde que celle qui a lieu ici actuellement, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas laisser de trace sur les individus. On sent que les YPG sont une armée révolutionnaire. Il y a des similitudes avec les armées occidentales, des similitudes extérieures, mais essentiellement c'est quelque chose de différent. Les YPG ne sont pas fondés sur une acceptation bête de la discipline, sur le fait tais-toi et obéis. C'est une organisation qui est fondée sur l'acceptation d'un projet politique, sur la réflexion sur soi, on peut donner quelques exemples. Il n'y a pas de grade, bon ça c'est la chose peut-être la plus patente dans les YPG. Il n'y a pas de grade, on n'est pas gradé. Les commandants sont des commandants pour une certaine période. Après quoi, il y a une rotation qui s'opère et les commandants retournent, ne sont plus commandants. Régulièrement, tous les jours, il y a ce qu'on appelle des tech mills, c'est-à-dire des cercles de discussion où les combattants YPG vont aborder tous les sujets de la vie quotidienne, vont aborder les problèmes militaires qui se posent dans l'unité, et vont pouvoir procéder à une critique de leurs commandants. Et les commandants, généralement, sont amenés à s'autocritiquer quand ils commettent des erreurs. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas dans une armée, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas dans l'armée française, par exemple. Dans l'armée française, un ordre, c'est un ordre, tu dois y obéir, qu'il soit bon ou mauvais, et il n'y a pas lieu de discuter l'autorité. L'autorité est quelque chose de sacré, intangible. Dans les YPG, c'est quelque chose de différent. Ça reste une structure militaire, donc évidemment, il y a une structure de commandement. Dans un cas, par exemple, de combat, un ordre est un ordre, mais après coup, on a la possibilité de discuter. Est-ce que la tactique employée était la bonne ? Est-ce que tel commandant est un bon commandant ? Est-ce qu'il a pris les bonnes décisions ? Si le tabour estime que la décision était mauvaise, le commandant va devoir s'autocritiquer. Donc le fonctionnement interne n'a rien à voir avec une armée occidentale. Quelle est la limite, jusqu'où peut aller la démocratie dans le militaire, où s'arrête le commandement, c'est quelque chose qui est c'est très difficile à délimiter. Après, dans les YPG, je pense que c'est vraiment la forme de démocratie la plus aboutie que l'on puisse avoir, qui est possible dans un cadre militaire. Je pense pas forcément, après c'est ouvert à discussion, mais je pense pas personnellement qu'on puisse aller tellement plus loin dans la démocratie au sein d'une force armée révolutionnaire. J'ai vu effectivement pendant l'opération de Sheddadi
des dysfonctionnements, mais je pense qu'ils n'étaient pas tellement dus à la forme d'organisation en elle-même, mais qui étaient plus dus aux individus finalement qui ne savaient, voilà, qui n'ont pas su apporter des réponses adéquates. Bon, un exemple, c'est une commandant d'un tabour qui avait dit un tel tu seras à telle arme, un tel tu vas être au RPG, un tel tu vas être au PKM. Et une personne qui avait protesté en disant c'est inacceptable parce que moi on me discrimine, parce que je n'ai, etc. Parce que je suis jeune, parce que je n'ai pas encore été dans une opération, mais je pense qu'il faut me donner la chance, voilà. Si on ne me donne pas une arme, je n'aurai jamais d'expérience, etc. Parler pendant 40 minutes à ce sujet-là, et au final le commandant peut être un peu, voilà, dire bon bah très bien, puisque tu n'es pas content, on va te donner telle arme. Mais au final, ça s'est assez mal passé parce que la personne, effectivement, n'avait pas l'expérience et ne savait pas se servir de cette arme de façon appropriée. Donc, du coup, on a eu des problèmes qui se sont posés. Là, pour le coup, je pense que c'est le commandant en tant qu'individu qui a pris la mauvaise décision, mais je pense que c'est quelque chose qui ne remet pas du tout en cause le fonctionnement même du TEC-1000. Dans la plupart des opérations, dans la quasi-totalité des opérations auxquelles j'ai pu participer, il n'y a pas de dysfonctionnement majeur ça marche bien. Ça marche très bien. Au contraire, je pense même que c'est démocratie et efficacité, c'est pas quelque chose qui s'oppose, c'est quelque chose qui vont de pair, parce que on peut avoir un commandant qui va prendre une mauvaise décision, ça arrive régulièrement, souvent même, et dans ce cas-là, il faut absolument une forme de il faut une procédure, disons, pour voilà, dire non, là, ça n'est pas possible. Là, sa décision militairement est mauvaise, donc... Et le TEC-1000 est une bonne façon, justement, de désamorcer les dysfonctionnements avant qu'ils ne prennent des proportions dramatiques, comme dans le cas des armées occidentales. Il y a aussi une chose qui se passe régulièrement, c'est que les commandants ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe au sein de leur tabour, et il y a des choses que l'on ne voit pas, de temps en temps. Donc s'il y a un problème, peut-être qu'une personne va se sentir, je ne sais pas, exclue, peut-être qu'une personne va avoir noté un problème qu'une autre personne n'a pas vu, et donc à ce moment-là, c'est absolument indispensable de prendre les points de vue de tout le monde, militairement, parce que si une personne se sent mal dans une unité, c'est pas juste un problème individuel, c'est un problème collectif. Si une personne se sent exclue, se sent mal, ça va poser un problème pendant une opération, ça va poser un problème en situation de combat. Si un individu constate un problème, il faut qu'il ait la possibilité de s'exprimer.